Bonjour, je me présente, Eric Menkar, MEF1 et formateur bio à la FFE SSM. Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur la compétence 5 de l'AEL et plus particulièrement sur la partie concernant l'environnement et la biologie marine. Je vous rassure tout de suite, ce cours peut vous paraître dense et complexe, mais ne vous inquiétez pas, la partie de l'examen concernant la bio et l'environnement sera très simple. Donc, les objectifs de la séance. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons faire de l'apnée différemment. Nous n'allons pas parler de profondeur ni de technique, mais nous allons comprendre le monde vivant dans lequel nous évoluons. Le but de la séance est de vous permettre de relier vos plongées avec ce qui est observable et ce qu'on peut préserver dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Au fil de vos plongées, vous vous apercevrez que connaître le vivant, le milieu, c'est aussi améliorer sa pratique. Donc la surface de la Terre est occupée à 71% par les océans, 1% par de l'eau douce, 20% par des terres inhabitées, 9% de terres habitables. Nous avons vu que la Terre était occupée par un peu plus de 70% d'eau. Le total des ressources en eau est composé de 97% environ d'eau salée, 2,5% d'eau douce. Les ressources en eau douce sont à 68% dans les glaciers, 30% dans les nappes phréatiques et 0,4% proviennent de l'eau de surface et atmosphérique. La majorité de l'eau douce de la surface provient à 67% des lacs. Donc, nous remarquons que l'eau douce accessible est rare et donc un bien précieux. Nous allons maintenant décrire les différentes zones du milieu marin. Il existe trois grandes zones. La littorale, celle qui est battue par les vagues, elle est riche en algues et en invertébrés. La zone infralittorale, celle où nous évoluons le plus souvent en apnée. La zone circalittorale, c'est la plus profonde où l'obscurité y est permanente. Donc sur votre droite, vous avez notre schéma où sont représentées deux autres zones importantes. La zone benthique, c'est celle située au fond où s'accrochent les algues, les anémones. Et puis la zone pélagique, c'est équivalent de la pleine eau. Donc, en apnée, nous explorons souvent la zone benthique, où beaucoup d'espèces sont présentes, s'y reproduisent et s'y nourrissent. J'aurais pu placer cette diapo dans la partie concernant l'écologie, mais j'ai préféré la placer ici pour que vous puissiez vous rendre compte de l'impact qu'a le changement et le réchauffement climatique sur les différentes zones. Vous pouvez retrouver ces cartes sur le site coastalclimatecentral.org. Alors sur ces deux cartes, nous pouvons voir en rouge les variations de la découpe des côtes en fonction de la hauteur des eaux. C'est une autre représentation, c'est une représentation de l'Europe si la glace continentale venait à fondre. Un écosystème, c'est quoi? L'écosystème est composé du biotope et de la biocénose. Alors, le biotope, c'est un espace vital avec des conditions environnementales spécifiques. Donc interviennent la température, l'humidité, l'éclaircissement. La biocénose, c'est un ensemble d'êtres vivants de différentes espèces qui cohabitent. Donc, il faut savoir que chaque espèce a un rôle. Par exemple, les algues produisent de l'oxygène, les herbivores les consomment, les carnassiers régulent la population vivant dans ces algues. Si l'un de ces êtres disparaît, tout l'équilibre bouge. C'est un peu comme retirer une pierre de voûte, tout s'effondre. Donc il existe différents types d'écosystèmes marins, les estuaires, les marais salés, les estran, les plages, dunes, prairies, sous-marines, etc. Donc le rôle des écosystèmes, c'est une ressource alimentaire, il y a de la production d'oxygène, régulation du climat, habitat pour la biodiversité, cycle des nutriments. Donc comme on peut le voir, les écosystèmes sont très importants dans le cycle de la vie. Cette nouvelle partie est consacrée au monde marin et à l'identification des différentes espèces vivantes. Tout d'abord, il est important de savoir comment sont classés les êtres vivants. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce schéma, je vais juste vous définir deux ou trois termes de la classification. Il faut juste savoir que la classification est en perpétuelle évolution.
depuis une quinzaine d'années grâce à nos connaissances grandissantes et à l'évolution de notre technologie. Par exemple, jusqu'au 18-19e siècle, tout ce qui avait des nageoires était considéré comme des poissons. Et puis cet embranchement a été divisé en deux, les poissons et les cétacés, puisqu'on s'est aperçu que les cétacés étaient des mammifères et non pas des poissons. Actuellement, pour les scientifiques, les poissons n'existent plus. Ils sont maintenant dénommés les vertébrés non tétrapodes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, les truites sont plus proches de l'homme que du requin. On sait aussi maintenant que les cétacés sont plus proches des cervidés que des phoques. Et il y a encore plein d'exemples comme ça. Donc il existe 7 règnes, et nous n'en étudierons que 2. Nous étudierons le règne végétal et le règne animal. Il faut savoir qu'il y a aussi le règne des champignons, puisque les champignons ne sont pas des végétaux. Hein. Il y a le règne des protozoaires, le règne des bactéries, etc. Alors, au niveau de la classification, vous verrez que à la fédération, on a tendance à classer suivant ce qu'on appelle un arbre phylogénique plat. Je vous montrerai la diapo suivante. Actuellement, la classification se fait sous forme de buisson phylogénique. C'est ce que vous voyez là à l'écran. Ça ressemble plutôt à une sphère, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'espèces supérieures, d'espèces inférieures. Toutes les espèces sont au même niveau. Donc, et voici la classification, l'arbre phylogénique d'après la Fédé. Donc c'est un schéma simplifié. Donc nous allons étudier la flore marine. Donc il faut savoir les principes de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est de la production d'oxygène par les végétaux à partir du gaz carbonique, des sels minéraux et de l'eau. Alors, il y a 2 types de végétaux sous-marins. Il y a les plantes et les algues. Donc les algues sont dépourvues de racines, de tiges, de fleurs. Elles sont la plupart du temps benthiques, hein, on l'a vu, hein, c'était ce qui était au fond de l'eau, accroché au sol. D'autres espèces sont pélagiques et donc flottent au gré des courants. Il y en a de toutes les tailles. Le rôle, elles fournissent de l'oxygène, elles servent d'abri et servent aussi de nourriture. Donc maintenant on va passer aux plantes. Elles ont des racines, des fleurs, des feuilles, des fruits. Donc sur nos côtes on rencontre souvent des posidonies et des zoostères. Elles sont très utiles pour leur production d'oxygène, tout comme les algues. Elles servent souvent d'abri pour les alevins, les juvéniles, et ce sont de vraies nurseries. Elles concourent aussi au maintien des sols, grâce donc à leurs racines. Donc là, donc sur cette diapo, on voit la différence entre les algues et les plantes. Une algue, par exemple, n'a pas de feuilles, comme la plante, c'est une fronde. Elle n'a pas de tige, c'est un stipe. Et elle n'a pas de racines, elle a des crampons. Donc maintenant, nous allons passer. Les éponges sont des animaux sans système nerveux ni tube digestif, mais elles jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins en filtrant l'eau et en offrant un habitat à d'autres espèces. Petit élément caractéristique sur les éponges, comme on peut le voir sur le schéma à droite, c'est les oscules, c'est le trou qui permet d'évacuer l'eau qui a été filtrée. Et donc ces trous, on les retrouve sur les photos, quand vous voyez des petits ronds, sont justement les oscules. Les cnidaires sont des animaux invertébrés aquatiques, incluant les espèces comme les méduses, les coraux, les anémones de mer. Donc elles se caractérisent par leur symétrie radiale et la présence de cellules urticantes qu'on appelle des cnidoblastes. Et le point commun, bien sûr, c'est leur larve qui s'appelle la planula. Les cténaires sont des animaux marins qui ressemblent à des méduses, mais sans leurs cellules urticantes. Et ils se déplacent grâce à des peignes locomoteurs multicolores. Vous en avez peut-être déjà rencontré ce qu'on appelle des berrouets, ça fait 1 cm environ de longueur. Et donc, lorsqu'on les voit briller, être lumineux dans l'eau. Ce sont des animaux pélagiques, donc, qui vivent en pleine eau, et planctoniques, c'est-à-dire qu'ils dérivent au gré des courants.
Les vers, donc ça c'est un groupe assez hétérogène et assez complexe à déterminer. En plus, comme vous pouvez le voir sur certaines photos, certains ressemblent à des nudibranches. Là, on le voit aussi sur la photo. Attendez, je vais vous mettre un pointeur. Hop, voilà. Donc sur cette photo-là, là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un spirographe. Donc vous avez un petit tube et à partir du moment où vous approchez, tout le panache rentre dans le tube. Ça, c'est ce qu'on appelle une térébelle. Ça aussi, vous pouvez en trouver en mer. Donc cette espèce d'encre là, c'est le ver femelle. Et le ver mâle est tout petit, accroché à son pied, à peu près par là, microscopique. Alors, ensuite, les mollusques. Alors là, c'est pareil, c'est un embranchement assez vaste, hein. On y retrouve les nudibranches, là. On y retrouve les pieuvres, on y retrouve les nautiles, les coquilles Saint-Jacques, enfin tout ce qui est coquillage. La caractéristique de ces animaux, c'est qu'ils ont un manteau, ils ont une radula, c'est une langue, hein, une langue assez particulière, et ils ont une coquille. Alors bien sûr, si vous regardez par exemple la pieuvre, elle n'a pas de coquille, mais on arrive à retrouver des traces de la coquille dans la pieuvre. Les bryozoaires. Donc là, c'est pareil, c'est assez particulier puisqu'il ressemble à d'autres embranchements. Par exemple, si on voit cet animal là qui est la dentelle de Vénus, on a l'impression que c'est une algue, mais en réalité, c'est une colonie d'animaux. Là, on a ce qu'on appelle des cornes de cerf. Là, vous voyez un coquillage, et en fin de compte, ce n'est pas un coquillage, hein, c'est pas un mollusque, c'est vraiment un bryozoaire. Et puis là, vous avez du faux corail. Alors, ça ressemble à du corail, mais si on regarde, les bouts sont un petit peu comme s'ils étaient cassés. Donc, les arthropodes, c'est un embranchement assez vaste qui comprend les insectes, mais il comprend aussi les, les crustacés, les limules. On y retrouve aussi ce qu'on appelle les pycnogonides, ça ressemble un petit peu à des araignées. La particularité donc des crustacés, c'est qu'ils ont un exosquelette, c'est-à-dire que le squelette est situé à l'extérieur de leur corps. C'est ce qu'on retrouve là à la carapace. Et donc l'autre particularité, c'est que pour pouvoir grossir, ils sont obligés de se débarrasser de cet exosquelette et d'en recréer un autre. Alors, donc là, les échinodermes. Donc les échinodermes, la particularité, c'est qu'ils ont une symétrie pentaradiée, c'est-à-dire par système de 5. Là, dans cette diapo, on retrouve donc les étoiles de mer, oursins, holoturies, et puis ça, c'est un gorgonocéphale. Les tuniciers. Donc dans les tuniciers, on retrouve les acidiques, on trouve là par exemple, et là. On retrouve les salpes aussi, ça je pense que vous en avez peut-être déjà vu, c'est toute une colonie d'animaux hein, transparents, c'est assez long. La particularité donc des tuniciers, c'est qu'ils comportent un siphon cloacal et puis un siphon buccal. Parfois on peut les confondre avec des éponges. Alors, donc les poissons, comme je vous avais dit, maintenant, on appelle ça des vertébrés non tétrapodes. Donc là, c'est pareil, il y a une multitude de poissons. Vous avez, c'est une vieille. Là, par exemple, vous avez une roussette. Là, c'est un poisson cartilagineux, c'est-à-dire que le squelette n'est pas fait d'os, mais de cartilage. Les tortues, ça, je pense que vous n'en rencontrez pas souvent dans votre région. Donc, je vais passer rapidement. Et la faune marine, donc les mammifères marins. Donc baleines, orques, phoques, ours, et puis là on a un lamantin. Il faut savoir que le lamantin et le dugong sont des cousins éloignés de l'éléphant. Il faut savoir que par exemple le phoque est un cousin éloigné du chat et oui du chat. Il faut savoir que l'ours est carrément un cousin du grizzly, c'est-à-dire qu'ils sont de la même espèce, ils peuvent se reproduire, hein. Et l'orque et la baleine sont des cousins éloignés de tout ce qui est cerf, daim, chevreuil. La caractéristique donc des mammifères, hein, c'est que tous
allaitent leurs petits. Donc là maintenant nous allons passer au côté écologique de notre petit cours. Donc les menaces, on a donc la pollution plastique, produits chimiques, pollution sonore, la surpêche qui est vraiment importante, et donc ça a diminué la population des poissons et a créé un déséquilibre des écosystèmes. Par exemple, à Terre-Neuve, là où on pêchait la morue, il y a un effondrement complet justement de la population des morues, ce qui fait qu'on peut même plus en pêcher. Les pêcheurs maintenant vont en Norvège, et en Norvège ils commencent à être confrontés au même problème, c'est-à-dire que comme il y a surpêche, il y a effondrement de la population. Le changement climatique et réchauffement des eaux, acidification des océans, on s'en rend compte particulièrement aussi avec les ours blancs qui, eux, ont besoin du froid et de la neige, de la glace pour vivre. Mais comme cette neige, cette glace recule de plus en plus, ils sont obligés d'aller de plus en plus loin pour aller chercher de la nourriture pour leurs petits. Mais cette distance est tellement éloignée qu'ils mettent plus de temps et parfois leurs petits meurent de faim. Et donc là, destruction des habitats avec la pêche. Là, je pense que vous voyez, c'est pêche à la coquille. Ce sont des gros filets métalliques qui raclent le fond et qui détruisent tout. Quand ces bateaux-là passent, il n'y a plus rien, tout est ravagé. Alors, les initiatives de conservation. Donc, il y a des aires maritimes protégées. La plus connue en France, c'est le sanctuaire Pélagos, que vous voyez là au niveau de la Corse, Corse Méditerranée. Réglementation de pêche et forts internationaux, donc il y a des quotas au niveau des pêches. On commence même à entendre parler de permis de pêche pour les pêcheurs sous-marins. Il y a des campagnes de vigilance et de participation aux efforts de conservation. Et il y a un partage de données sur les observations marines. Donc il y a le site BioOps, le site de la Fédé, mais on a aussi Chromis. Chromis qui est assez actif, où là on peut, même nous en tant que simple apnéiste, déposer des données et compléter la base de données de ce site. Alors, les menaces et protection des écosystèmes marins. Donc, il faut donc une observation respectueuse de l'environnement, donc éviter de toucher ou de déranger les animaux et les végétaux. Il faut minimiser l'impact, donc il faut éviter de casser les coraux, de ne pas ancrer sur les herbiers marins. Et donc, il faut essayer de participer aussi à des programmes de suivi. Donc, je vous parlais tout à l'heure de BioOps, et de Chromis aussi. Et donc, je vous conseille de lire la charte Longitude 181 de l'apnéiste, dont l'ambassadeur est Morgan Bourkis. Je pense que vous connaissez cet apnéiste. Et donc, dans cette charte, il est indiqué justement comment un apnéiste peut avoir un comportement éco-responsable. Donc, en conclusion, je dirais qu'en tant qu'utilisateur du milieu aquatique, l'apnéiste doit limiter au maximum son impact sur l'environnement. Il s'agit de préserver les écosystèmes marins, les espèces qui les constituent, et en plus nous sommes particulièrement bien placés pour se rendre compte de la fragilité de l'environnement, et donc nous devons être un acteur encore plus sensibilisé de la protection et du milieu naturel. Donc cette protection doit s'effectuer à plusieurs stades, dans l'eau, lors de la plongée, lors du trajet vers un site de plongée, que ce soit dans le cas d'une plongée au bord ou dans le cas d'une plongée depuis l'embarcation, et puis en amont au port par exemple ou après la plongée. Donc ces actions passent par les éco-gestes. Ce sont des gestes souvent simples que chacun peut faire pour limiter son impact sur l'environnement.